Dès l'instant où j'ai franchi cette porte en acajou, j'ai su que je venais de prendre la décision la plus judicieuse ou la plus désastreuse de ma vie. Le visage d'Élodie Moreau s'est tordu en une grimace mi-sourire, mi-mou, comme si elle venait de croquer dans un citron particulièrement acide. Ses yeux ont balayé ma robe bleu marine simple, mes ballerines discrètes et mes boucles d'oreilles achetées en pharmacie. Elle m'a évaluée mentalement, calculant ma fortune nette et me jugeant inutile. Elle s'est penchée vers son fils, mon fiancé Théo, et a chuchoté quelque chose que j'ai cru ne pas entendre mais que j'ai parfaitement perçu. Elle a dit que j'avais l'air de la femme de ménage qui s'était trompée de maison. C'est alors que j'ai compris, ce dîner allait être extrêmement révélateur. Je m'appelle Clara Dubois, j'ai 32 ans, et je vais vous confier un secret que j'ai gardé pendant les 14 derniers mois. Ce n'est pas un petit secret anodin, du genre accuser le chat d'avoir mangé le dernier croissant. C'est que je gagne 34 000 € par mois avant impôt, encore plus. Après, assez pour faire douter n'importe quel comptable de la réalité. Je suis architecte logiciel senior dans l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde, basée dans le nord-ouest de l'Europe. Je programme depuis l'âge de 15 ans, j'ai vendu ma première application à 22 ans, et depuis, j'ai gravi les échelons de la hiérarchie corporative. J'ai 3 brevets à mon nom, j'ai donné des conférences internationales et je possède des stock-options capables de donner le vertige à n'importe quel investisseur. Et Théo pensait que j'étais simplement une assistante administrative mal payée. Je n'ai jamais menti. Quand nous nous sommes rencontrés dans un café, il m'a demandé ce que je faisais et j'ai répondu vaguement que je travaillais dans la tech. Il a supposé que j'organisais les agendas d'hommes d'affaires et je ne l'ai pas détrompé. Pourquoi aurais-je permis cela? Pourquoi laisser l'homme dont je tombais amoureuse croire que je peinais à payer mon loyer alors que je pouvais acheter sa voiture 10 fois? La réponse vient de la leçon la plus importante que j'ai jamais reçue. Ma grand-mère, qui m'a élevée après la mort de mes parents, vivait modestement, conduisait une vieille voiture et portait des vêtements simples, bien qu'elle vaille des millions. Elle avait bâti un petit empire dans les années 80, investi avec sagesse et choisi de vivre dans la simplicité parce qu'elle croyait que le caractère compte plus que les apparences. Quand elle est décédée, j'avais 24 ans et j'ai découvert qu'elle m'avait tout légué accompagné d'une lettre que je garde encore aujourd'hui. Elle y avait écrit « Le véritable caractère d'une personne ne se révèle que lorsqu'elle pense que personne d'important ne l'observe. » C'est ce principe qui m'a poussé à tester la famille Moreau en me présentant comme quelqu'un sans valeur à leurs yeux. Quand Théo m'a invité à dîner dans la demeure de ses parents, insinuant que cette soirée scellerait notre avenir, j'ai décidé d'appliquer l'enseignement de ma grand-mère. Je porterais des vêtements modestes, conduirais ma vieille voiture et parlerais humblement de ma situation. Ainsi, j'observerais comment ils traiteraient quelqu'un qu'ils considéraient inférieur, incapable de leur offrir du statut ou un avantage. Avant de me juger manipulatrice, réfléchissez. Avez-vous déjà douté de ce que la famille de votre partenaire pense vraiment de vous? La propriété des Moreau était exactement ce à quoi je m'attendais, et pourtant, elle m'a surprise par son excès. L'allée menant au garage était plus longue que certaines rues entières où j'avais vécu. Des portails en fer forgé ornés de dorures, une pelouse tondue avec une précision millimétrique. J'ai conduit mon Renault Tagé de 12 ans le long de l'allée, avec un maquillage léger, les cheveux attachés et les seules boucles d'oreilles de valeur, celles de ma grand-mère. J'avais clairement l'air de quelqu'un qui n'appartenait pas à ce monde parfait. Théo m'a accueilli avec un baiser théâtral, comme s'il jouait devant un public invisible. Ses yeux ont parcouru mon apparence, et pour la première fois, j'y ai lu de la honte. À l'intérieur, lustres en cristal, cadres dorés et meubles coûteux mais inconfortables. Élodie se tenait dans le hall, telle une reine inspectant son royaume, avec des traces visibles de chirurgie et une coiffure irréprochable. Sa poignée de main fut froide, et elle chuchota aussitôt à l'oreille de son fils « Elle ressemble à la bonne ». J'ai souri comme si je n'avais rien entendu. La soirée promettait d'être éclairante. J'avais fait des recherches sur les Moreau, propriétaires d'un réseau de concessions automobiles dans 3 pays européens. Pas de marque de luxe, mais de véhicules familiaux abordables. Théo, 34 ans, travaillait en marketing en dehors de l'entreprise familiale, une source de frustration pour son père, Henri,
Sa sœur aînée, Camille, 38 ans, dépensait l'argent familial comme si c'était son propre coffre-fort. Camille est arrivée 20 minutes en retard, vêtue d'une robe parsemée de bijoux valant plus qu'un loyer annuel pour beaucoup. Son bonjour fut glacial, suivi d'une conversation délibérément exclusive avec sa mère. Je suis restée là, tenant un verre d'eau, me sentant aussi bienvenue qu'un vegan à un barbecue. Théo est resté silencieux, observant, mal à l'aise mais inerte. Henri, le père, m'a serré la main avec une fatigue palpable, mais ses yeux étaient attentifs, curieux. Il y avait un autre invité, Julien Lefebvre, 70 ans, ancien associé de la famille. Ses yeux perçants m'ont fixé avec une lueur de reconnaissance, comme s'il me connaissait. Pendant le dîner, j'ai remarqué qu'il m'observait avec insistance. Dans la salle à manger, 6 fourchettes par couvert, une table aussi longue que celle d'un palais royal. Élodie a commenté, avec une fausse compassion. « Je suppose que vous n'êtes pas habitué au dîner formel. » J'ai répondu que ma grand-mère m'avait appris que ce n'était pas les couverts qui comptaient, mais la compagnie. Elle a légèrement froncé les lèvres. Camille a soupiré dans son vin. Élodie m'a alors interrogée. Où j'étais née, sur ma famille, mes parents. J'ai expliqué qu'ils étaient décédés jeunes et que j'avais été élevée par ma grand-mère. Camille a voulu savoir ce qu'elle faisait dans la vie et j'ai répondu « de petits commerces ». En réalité, elle avait vendu une entreprise pour plusieurs millions. Quand on m'a demandé mon emploi, j'ai maintenu. Je travaille dans la tech, j'accompagne des équipes. Élodie a conclu « Ah, secrétaire ». Elle a souri comme si elle venait de confirmer sa théorie. Puis Camille a lâché un nom. Léa. Elle a dit l'avoir croisée récemment, que les affaires de la famille allaient bien. J'ai vu Théo pâlir peut-être de culpabilité. Élodie a aussitôt vanté Léa, tellement adaptée à notre style de vie. Elle a révélé que Théo avait fréquenté Léa pendant 3 ans et que tout le monde s'attendait à ce qu'ils finissent ensemble. La famille de Léa importe des véhicules de luxe. Une fusion parfaite avec les concessions des Moreau. J'ai regardé autour de moi et vu des photos de Théo avec Léa à diverses occasions, bras entrelacés, sourire radieux. Élodie souriait avec une satisfaction silencieuse. Camille a ajouté « Léa est toujours célibataire », presque comme si elle attendait quelque chose. Je suis restée calme, disant que Léa semblait remarquable. Élodie a rétorqué « J'espère que vous ne vous sentez pas dépassée, étant donné votre origine plus modeste. » Elle m'a traité de banale, et quelque chose en moi s'est durci. Théo a tenté d'adoucir. Ma mère veut seulement ce qu'il y a de mieux pour moi. Le message implicite était clair. Je n'étais pas ce qu'il y avait de mieux. Plus tard, feignant d'aller aux toilettes, j'ai entendu Élodie et Camille discuter dans le couloir. Il faut régler ça vite, Théo ne peut pas commettre cette erreur. J'ai découvert que les concessions étaient au bord de la faillite et avaient besoin de fusionner avec la famille de Léa. Elle prévoyait d'annoncer publiquement nos fiançailles, puis d'inventer un scandale pour me chasser. Elle est trop bête pour se douter de quoi que ce soit, a ri Camille. Naïve, reconnaissante d'attirer l'attention de quelqu'un comme Théo. Je suis retournée dans le salon avec un sourire, déterminée. Ce soir-là, Théo s'est mis à genoux et m'a demandé en mariage avec une bague tape à l'œil, mais de qualité douteuse. J'ai accepté non par amour, mais pour démasquer leur mascarade. Les jours suivants, j'ai enquêté. Les finances de l'entreprise étaient ruinées, et Camille détournait des centaines de milliers d'euros. J'ai contacté d'anciens partenaires de ma grand-mère, dont Julien, qui nourrissait du ressentiment envers les Moreau. À la fête de fiançailles, je suis arrivée avec une robe de créateur, des bijoux authentiques et une montre en édition limitée. Élodie a pâli. Des invités ont reconnu mon nom et celui de ma grand-mère. Devant tout le monde, sur scène, j'ai révélé la vérité. Leur plan, la trahison de Théo, les détournements de Camille. J'ai montré des photos de Théo avec Léa et remis des preuves à Julien, qui les a transmises aux représentants du constructeur automobile. J'ai rendu la bague et déclaré « Je n'ai jamais eu l'intention de vous épouser. Je suis sortie de la tente sous un silence absolu. » Quelques jours plus tard, les concessions ont perdu leur franchise. Camille a été écartée.
Théo m'a envoyé des messages implorant une discussion, je les ai supprimés sans répondre. Je suis retournée à ma vie simple, mais digne, entourée de ceux qui m'apprécient pour ce que je suis, non pour ce que je possède. Ma grand-mère avait raison. Le caractère se révèle quand personne de important ne regarde. Les Moreau sont tombés par leur propre arrogance, ils croyaient que l'argent achète l'impunité. Mais la vérité trouve toujours son chemin, surtout quand quelqu'un a le courage de la révéler. Je n'ai pas eu besoin de vengeance. Il m'a suffi de montrer qui ils étaient vraiment. Et maintenant, tandis que je recommence paisiblement, je vous pose cette question, avec toute ma sincérité. Si votre famille savait exactement qui vous êtes derrière le masque, vous aimerait-elle encore ou vous utiliserait-elle? Les jours suivants, j'ai enquêté. Les finances de l'entreprise étaient ruinées, et Camille détournait des centaines de milliers d'euros. J'ai contacté d'anciens partenaires de ma grand-mère, dont Julien, qui nourrissait du ressentiment envers les Moreau. À la fête de fiançailles, je suis arrivée avec une robe de créateur, des bijoux authentiques et une montre en édition limitée. Élodie a pâli. Des invités ont reconnu mon nom et celui de ma grand-mère. Devant tout le monde, sur scène, j'ai révélé la vérité. Leur plan, la trahison de Théo, les détournements de Camille. J'ai montré des photos de Théo avec Léa et remis des preuves à Julien qui les a transmises aux représentants du constructeur automobile. J'ai rendu la bague et déclaré « Je n'ai jamais eu l'intention de vous épouser. Je suis sortie de la tente sous un silence absolu. » Quelques jours plus tard, les concessions ont perdu leur franchise. Camille a été écartée. Théo m'a envoyé des messages implorant une discussion, je les ai supprimés sans répondre. Je suis retournée à ma vie simple, mais digne, entourée de ceux qui m'apprécient pour ce que je suis, non pour ce que je possède. Ma grand-mère avait raison. Le caractère se révèle quand personne de important ne regarde. Les Moreau sont tombés par leur propre arrogance, ils croyaient que l'argent achète l'impunité. Mais la vérité trouve toujours son chemin, surtout quand quelqu'un a le courage de la révéler. Je n'ai pas eu besoin de vengeance. Il m'a suffi de montrer qui ils étaient vraiment. Et maintenant, tandis que je recommence paisiblement, je vous pose cette question, avec toute ma sincérité. Si votre famille savait exactement qui vous êtes derrière le masque, vous aimerait-elle encore ou vous utiliserait-elle?